Alors, prévoir une grossesse, c'est une grosse étape dans la vie de n'importe qui et ça vient avec ses enjeux. Il faut s'adapter à une baisse de salaire pendant le congé de maternité ou de paternité. Il faut sécuriser les espaces pour accueillir le bébé et des changements corporels, la fatigue et tout. Mais en situation de handicap, ça peut amener ses propres enjeux. Donc, aujourd'hui, au Balado Ça cause, on parle de la parentalité en situation de handicap. J'ai la chance d'avoir avec moi Véronique Pagé, Maxime Drolet-Gauthier et, mon Dieu, et Daniel Gonzalez. Je te connais, t'inquiète. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être ici aujourd'hui. C'est plaisir. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on commence puis qu'on rentre dans le cœur du sujet, juste vous présenter un petit peu en quelques mots, Véronique? Ben moi, c'est Véronique. Comme Marine a dit tantôt, je suis intervenante au CIVA. Je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai un paralysie cérébrale de naissance. Maxime? Oui, Maxime Drolet-Gauthier, 31 ans. Dans le fond, moi, j'ai une quadraplégie C6, donc Asia B. Donc, depuis un accident de voiture en 2013, donc ça fait environ 12 ans. Puis moi, sinon dans la vie, j'ai une entreprise. Donc, je travaille principalement pour développer des projets par rapport à l'immobilier pour des gens qui ont des handicaps. Donc, voilà. Et Daniel? Alors, moi, c'est Daniel Gonzalez, je suis sexologue et je travaille dans le domaine de la réadaptation physique, donc principalement auprès des personnes vivant avec différentes formes de situations de handicap. Puis, c'est dans ces domaines-là que je développe mon expertise clinique depuis environ 5 ans. Parfait. Donc, on va commencer avec une question assez simple pour nos invités. Est-ce que vous êtes toujours projeté à avoir un enfant? Si je peux commencer, moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. C'est sûr que quand tu as un accident, veux pas, une blessure médulaire, moi, avant mon accident, je savais pas c'était quoi que ça pouvait impliquer. Fait que c'est sûr que quand j'ai eu mon accident, c'est une question que je me suis posée, est-ce que c'est possible d'avoir des enfants? Mais assez rapidement, je me suis fait dire que oui, donc je n'étais pas nécessairement inquiet. C'est sûr que c'est des démarches, c'est peut-être un peu plus long que quelqu'un qui n'a pas d'handicap, mais de mon côté, ça s'est quand même bien passé. Là. Donc, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Même chose pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie d'entrevoir la grossesse un jour. Fait que c'était comme une préparation, tu sais, dans le fond, de longtemps, là, tu sais, avant que ça arrive. Ouais. Et comment vous avez rencontré vos partenaires et en même temps, comment est-ce que vous avez abordé avoir des enfants avec eux? Moi, de mon côté, c'est quand même plate. Là. C'est un site de rencontre. Donc, Tinder, sûr. Donc, mais ça fait quand même 5 ans, donc ça fonctionne. Puis, nous, ça n'a pas vraiment été long. Je pense que ça a pris peut-être 1 an et demi. Puis déjà, les deux, on avait les mêmes valeurs. On était rendu à un stade de notre vie qu'on en voulait déjà. Fait qu'on a déjà commencé à en parler assez récent dans notre couple. Puis, on a commencé les démarches après 2 ans et demi qu'on était ensemble. Donc, ça n'a pas été bien long. C'est tellement pas la même affaire pour moi, là. Et boy. Moi, ça a pris 10 ans de couple avant qu'on décide d'avoir un enfant. Et il n'y avait pas de Tinder dans le temps. Non. Fait que ça fait 26 ans, en fait, que je suis avec la même personne. Puis on s'est connus par hasard de la vie, dans un contexte de formation, les deux. Et ça a cliqué, puis on est encore ensemble depuis 26 ans. Félicitations. Merci. C'était quoi votre plus grande inquiétude ou questionnement avant d'avoir un bébé? Si moi je peux y aller de mon côté, je suis quelqu'un en relation, j'ai toujours voulu que ce soit à la maison. Tu sais que mon handicap, des fois, il fait en sorte que je peux pas faire toutes les tâches dans la maison, par exemple. Fait que c'est sûr que par rapport à mon enfant, moi, dans les débuts, je me demandais, je vais être capable d'en prendre soin? Je vais être capable d'aider ma conjointe? Est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse tout? Fait que moi, vraiment, mes questionnements, c'était par rapport à ça. Je suis quand même quelqu'un qui a une tête dure, puis on est aussi super bien comme encadré. On a vraiment une famille qui est proche. Fait que je te dirais, dans les débuts, les premiers mois, en tout cas, c'est sûr qu'avant, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais les premiers mois, c'est sûr que ma conjointe, elle a beaucoup plus participé que moi, mais plus que ça avance, plus que l'enfant, tu sais,
c'est vraiment pas long. Puis on dit que l'enfant, il comprend que tu es différent, malgré qu'il peut pas parler, malgré qu'il peut pas vraiment te comprendre. On dit qu'il comprend quand même. Fait que moi, ça a vraiment été rapide. On a déjà nos petits trucs ensemble. Là. Fait que, de mon côté, je te dirais qu'au début, j'avais des inquiétudes, mais assez rapidement, ça s'est comme dissipé. Là. Fait que, ça. Moi, de mon côté, c'est peut-être plus lié à la grossesse, en fait. Tu sais, est-ce que ça va être facile, difficile? Est-ce que je vais me déplacer tout le long en marchant quand, dans ce temps-là, je n'étais pas en fauteuil? Fait que toute la logistique autour de l'accouchement, c'était quand même un petit enjeu pour moi, là, tu sais, que j'appréhendais, mais que ça a finalement été assez bien. Ouais. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que vos partenaires avaient des inquiétudes, eux, qui vous ont partagées par rapport à avoir un enfant? Ouais, je te dirais, c'est un peu. Ben, tu sais, ma conjointe, elle me connaît, je suis quand même quelqu'un qui veut tout le temps. Je le démontre. Je suis pas quelqu'un qui est nonchalant, qui est à la maison. Tout ce que je peux faire, je le fais déjà à la base. Fait qu'elle savait que je serais comme ça. Puis je l'ai quand même démontré. Mais c'est sûr que tant que tu le vis pas, tu peux pas vraiment t'attendre à ce que c'est. Fait que c'est ça, dans certaines situations. Exemple, en ce moment, des fois, il y en a eu beaucoup de situations quand même négatives pour faire des activités ensemble. C'est quand tu arrives à quelque part, exemple, on était à un zoo il n'y a pas longtemps, puis c'était pas accessible. Ben, ma copine, elle peut pas pousser la poussette, m'aider en même temps. Fait que certaines choses, c'est sûr qu'il y a des frustrations, mais je te dirais que c'est une bonne communication, puis en général, ça va bien. Là. Donc, ça ressemble à ça. Moi, je dirais que si mon chum était là, il dirait j'avais juste peur d'être père, tout simplement. Ça avait comme rien à voir avec mon handicap. T'sais, pour vrai, là, il était... non, mais tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Il savait dans quoi il s'embarquait. Il savait c'était quoi que je tenais à être autonome beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Fait que je pense pas qu'il y a eu des appréhensions par rapport au fait que j'avais un handicap. Puis je pense que c'est plus moi qui avait la préoccupation, en tout cas, de m'assurer d'être autonome. C'est comme si je me projetais, si un jour je deviens célibataire, ben, je veux rester une maman autonome. Fait que c'était une des choses qui me préoccupait. Et là, finalement, ben, ça n'a pas été ça qui s'est passé. Mais ça a bien été au niveau du couple. Je dirais que ça prend beaucoup, beaucoup de communication, par contre. Je trouve, en tout cas. Bien d'accord. Est-ce que vous avez eu recours à un processus médical pour la conception du bébé, que ce soit toi ou Véronique? Oui, ben dans le fond, moi, initialement, ben, si on peut aller en détail, là, c'est sûr que c'est des sujets plus personnels. Mais quand moi, c'est une décelle à moelle épinière, puis dépendamment, moi, j'ai un ASIA B. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir, par exemple, faire des enfants naturellement. Moi, de mon côté, je le peux, mais on a quand même essayé dans les débuts quand même pas tant longtemps, peut-être 3-4 mois. Puis, juste pour être sûr, on a été faire les démarches auprès de OVO. Fait que c'est une place où que tu peux. Il y a plein de monde qui. C'est une place de fertilité. Puis, on a réalisé que, un homme qui est en chaise roulante, veut pas, c'est quelqu'un qui. Tes parties génitales sont beaucoup souvent au chaud à cause que tu es assis, les jambes sont fermées. Fait que ça a fait en sorte que moi, mes spermatozoïdes n'étaient pas beaucoup en action. Fait que ça fait en sorte que oui, je pouvais, mais il n'y avait comme pas beaucoup de chance. Donc, nous, on a fait les démarches au complet. Ça a pris comme 1 an. Donc, ça s'appelle ça in vitro. Là. Donc, il y a beaucoup de démarches. Je te dirais que c'est plate à dire parce que c'est un peu à cause de moi qu'il fallait faire les démarches. Mais c'est vraiment la femme, malheureusement, ma conjointe, que c'est quand même difficile comme processus. Là. Donc, elle a dû, exemple, se piquer dans le ventre pendant des semaines pour question d'hormones. Donc, ça n'a pas été facile nécessairement de la voir, devoir faire ça par rapport à ma situation. Mais au moins, ça a pris un coup. Des fois, il y a des gens, des fois, il faut qu'ils leur fassent plusieurs fois le processus. Nous, on l'a eu d'une shot. Donc, pour ça, j'étais content. Là, mais oui, il y a eu un long processus. Là. En tout, ça doit avoir pris quasiment 18 mois là, du début jusqu'à la fin. Donc, Ben, donc, moi, de mon côté, il n'y a pas eu d'intervention comme telle. La paralysie cérébrale, il n'y a pas de contrainte. J'ai fait des tests pré-grossesse pour être sûre qu'il n'y avait pas de contre-indication. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de processus médical. OK.
Daniel, justement, on va parler un peu, Maxime a un peu touché à ça, mais est-ce que le handicap physique peut affecter la fertilité ou le processus de conception? En fait, c'est une question intéressante parce que vivre avec une condition physique incapacitante n'est pas automatiquement ni systématiquement synonyme d'une situation d'infertilité. Donc, c'est des enjeux qui vaut la peine de démystifier. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des types des conditions physiques, en fait. Ça dépend de l'âge, ça dépend du poids de la personne aussi. Et donc, c'est sûr que certaines conditions où il y a eu une lésion neurologique, donc on parlait justement tantôt du fonctionnement de la moelle épinière, ou tout simplement des conditions qui impliquent des procédures chirurgicales, etc., vont avoir une influence là, justement sur la capacité de mener à terme un projet parental. Mais les enjeux qu'une personne peut rencontrer sont très différents. Il y en a qui vont être fertiles. Donc, au niveau du matériel génétique, on va pouvoir avoir ce matériel-là. Comme on disait tantôt, donc les spermatozoïdes et les ovules sont là. Mais on peut rencontrer des difficultés, par exemple, pour faire en sorte que ces matériels-là se rejoignent. Dans un rendez-vous, il y a un rapport sexuel. Pourquoi? Ben, parce qu'il peut y avoir des difficultés au niveau de la mobilité, parce qu'il peut y avoir des difficultés au niveau du positionnement ou tout simplement parce que la fécondation n'est pas possible. OK. Et donc, toutes ces situations-là amènent un peu à parler du rôle du sexologue. Oui. Justement, donc, les sexologues vont venir un peu, premièrement, expliquer c'est quoi les impacts de la condition physique incapacitante sur la sexualité. Dans les milieux hospitaliers, on appelle ça les pronostics ou les potentiels sexuels post-lésionnels. Donc, c'est vraiment d'expliquer à la personne, voici ce qui cette condition-là pourrait entraîner sur les plans de la sexualité et aussi sur les plans de la santé reproductive. Par la suite, on peut avoir aussi un rôle de trouver, en fait, c'est quoi les mesures adaptatives qui vont s'adapter le plus possible à la personne. Donc, on peut parler, par exemple, des aides techniques à la sexualité, où on retrouve des aides pharmaceutiques, des aides cliniquement recommandées. Donc, c'est un peu comme Maxime disait tantôt, aller dans un endroit où on va recevoir un assistement là, pour la reproduction, ou tout simplement d'aller vers un champ plus spécialisé là, de la médecine sexuelle, où il y a des outils cliniques qui sont utilisés en clinique pour justement favoriser là, la mise en place d'un projet parental. Ben, merci, c'était une réponse très complète. Ah, ben merci, c'est parfait. J'ai appris beaucoup. Pour Maxime et Véronique, comment vos proches ont réagi quand vous leur avez appris que vous alliez avoir un bébé? C'était quoi leur première réaction? Party. Ben, peux-tu y aller? Non. Ben, moi, de mon côté, mes parents étaient très contents. Nous, on est 4 enfants, là, quand même une famille. J'ai un frère jumeau, un petit frère puis une grande sœur. Puis, mon père, c'est vraiment un enfant dans son cœur. Puis, il avait vraiment hâte d'être grand-papa. Donc, je te dirais que grand-papa et grand-maman étaient bien contents. Mes frères et sœurs aussi, on est vraiment une famille très unie, très proche. Donc, je dirais que ça rapproche encore plus la famille. Puis, tout le monde était vraiment content, là. Donc, c'est le premier de la famille aussi. Ouais. Moi, c'était le dernier parce que mes neveux nièces étaient adultes. Fait que là, c'était le gros party chez nous. Mes parents sont retombés grands-parents après 20 ans. Là, c'était le party bien raide. Là, fait que, fait que sont ils étaient très, très, très présents pour mon garçon. Là, vraiment. Fait que ce que j'entends, c'est des réponses très positives des deux bords. Ah, Il n'y a pas eu rien de négatif, en tout cas. non plus. C'est ça. Non. Daniel, comment est-ce que les professionnels de la santé peuvent accompagner les gens en situation de handicap mieux au-delà de juste l'aspect médical de la chose? En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand il y a une condition physique incapacitante là, qui arrive, la personne va devoir travailler, en fait, pour vivre une réadaptation au niveau de ce qu'on appelle
la réadaptation fonctionnelle intensive, donc réapprendre à manger, réapprendre à s'habiller, à se débrouiller pour les soins d'hygiène, etc. Et par la suite, on passe à la deuxième partie qui est le retour en communauté. Donc, souvent, les gens vont vivre quand même un accomplissement de dire j'ai réussi ma réadaptation, j'ai réintégré un domicile adapté, j'ai réintégré un emploi, etc. Mais quand un bébé arrive, c'est un peu comme recommencer les cycles. En fait, c'est comme si on s'est retrouvé à nouveau devant des expériences de handicap, en fait. Donc, c'est là où il y a des gens qui vont dire hey, je n'ai pas pensé, mais qui va donner les soins d'hygiène à mon bébé? Parce que là, dans mon corps, là, je ne peux pas utiliser mes bras. Ou qui va lui donner le biberon, par exemple, ou qui va faire les transferts du lit, ou des choses comme ça. Puis c'est là où les rôles des différents professionnels rentrent un peu en jeu. Donc, de venir justement arrimer les services. Qu'est-ce qui est à mettre en place? C'est quoi les mesures d'aménagement aussi qui pourraient faire en sorte que non seulement les domiciles, mais des habiletés parentales peuvent faire en sorte que la personne va s'impliquer auprès des soins qui sont donnés à l'enfant. Donc, tous les professionnels ont un rôle à jouer. Puis plus particulièrement au niveau de la sexologie, il y a aussi la notion de... Il y avait les couples de personnes qui étaient les couples amoureux, en fait. Puis là, il y a un nouveau rôle qui est celui de les couples parental. Et parfois, j'ai des patients qui me disent hey, j'ai l'impression que le rôle des papas vient bouffer, en fait, la place de la sexualité. Puis donc, c'est un peu là où le sexologue peut venir aider aussi à réajuster un peu la routine. Okay. Tout comme la parentalité, la sexualité, c'est aussi une habitude de vie. Fait que oui, il faut lui faire de la place à l'agenda, si on veut. Là, il y a des gens qui vont réagir, mais ouais, on n'aime pas ça, les sexes, quand c'est planifié, s'il faut le mettre à l'agenda, c'est pas sexy. Donc, tous ces genres de croyances à l'égard de la sexualité sur ce qui est une sexualité normative. Mais en fait, tout ça, derrière tout ça, en fait, on développe des habiletés parentales, on développe des connaissances par rapport à soi et puis par rapport à comment on peut continuer à s'adapter. Voilà. Merci. Okay. Véronique, je vais me tourner vers toi parce que toi, tu as porté ton bébé. Est-ce qu'il y a des complications pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant pour une grossesse? Bien, en fait, la grossesse comme telle s'est bien passée. Il n'y a pas eu de complications. En fait, en plus, quand j'étais enceinte, je marchais. OK. Puis, on m'avait dit, tu sais, Véronique, il faut que tu prévois un fauteuil là, roulant, là, parce que sûrement qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'assoies, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, je pense pas. Puis là, finalement, j'étais allée me rendre à coucher debout en marchant. Fait que j'ai marché tout le long. Puis le fauteuil est arrivé un peu après. La grossesse a bien été. Ce qui a été très difficile, c'est l'accouchement. Bien, ça, c'était d'autres choses. Ça, c'est une autre histoire. Bien, justement, est-ce que pour l'accouchement, tu as eu des adaptations est-ce que c'était quelque chose qui était adapté pour toi ou c'était vraiment standard puis bonne chance? Pas du tout. C'était bonne chance, ça va bien aller. Accoucher, c'est pas une maladie, t'es capable, paralysie cérébrale ou pas, c'était ça. C'était extrêmement difficile. En fait, moi, je dis toujours que mon rôle de mère, dans toute mon histoire de personne avec un handicap, c'était le rôle le plus confrontant de ma vie. Parce que c'est là où tout d'un coup, ma limitation, en fait, c'est là où je me sentais le plus handicapée dans toute ma vie. Parce que je voyais mon bébé, puis là, après l'accouchement, je ne pouvais pas me lever du tout. J'avais une césarienne d'urgence, fait que je ne pouvais même pas le prendre parce que mes abdominaux ne fallait pas du tout qu'ils forcent. Si j'étais toute seule dans la chambre, mon bébé était à cette hauteur-là, moi, j'étais dans le lit, puis il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Fait que c'était le bout, là, où est-ce que je dis toujours,
moi, dans toute mon histoire, là, être mère m'a vraiment confrontée à ma limitation. Vraiment. Très intéressant. Euh, Avant d'être parent, est-ce que vous aviez des modèles de personnes qui étaient parents en fauteuil roulant ou on voit pas assez ça? Moi, j'en ai quelques-uns à cause de mon sport. Donc, je pratique un sport, le rugby, et puis étant sur l'équipe canadienne, on voyage quand même beaucoup. Il y a beaucoup de tournois, puis c'est souvent là que tu vas voir, mettons, les familles. Que tu peux voir. En tout cas, j'en ai quelques-uns. Exemple, à l'équipe de Montréal, en fait, il y en a un. Il y a Eric, qui a 3 enfants, une femme, ça fait genre 25 ans. Fait que c'est sûr que dans les débuts, je t'ai posé une couple de questions. Comment ça fonctionne à la maison? Certaines situations, comment vous avez fait pour y arriver? Donc, moi, ça a été pas mal lui, mon premier modèle. Mais sinon, dans les tournois, les tournois qu'on a un peu partout au Canada, aux États-Unis, dans les tournois, tu en vois plein de familles. Là. Fait que moi, ça assez rapidement, j'ai vu que c'était possible. Là, puis il y en a pas les seuls. Là. Fait que, Faut vraiment faire des tournois parce que moi, là, j'en connaissais pas. En fait, je ne sais pas si c'est ma perception, mais je trouve qu'on voit plus les papas en situation de handicap que les mamans. Fait que j'avais pas tant de modèles pour vrai. Là, quand je pense, je savais que ça existait. Là. Ça, oui, mais de pouvoir de me rattacher ou m'inspirer ou non, pas du tout, en fait, de mon côté. Est-ce que tu penses que si tu avais eu quelqu'un que tu aurais pu poser des questions, ça t'aurait peut-être aidé ou même pas? Oui, vraiment. Pour vrai, là. Moi, quand on me dit j'ai fait le projet d'avoir un enfant, je fais comme viens me voir, on va jaser, tu sais. Parce que j'aurais planifié mon accouchement autrement. Tu sais, avoir su d'avance qu'il va y avoir ça comme défi, il va y avoir ça comme défi. Je pense que j'aurais vécu aussi autrement. Fait que, ouais, tu sais, faut qu'on le voit plus. OK. Et justement, le bébé arrive ou va arriver. À quoi ressemblent les adaptations à la maison ou les choses que vous avez dû adapter pour pouvoir prendre soin du bébé ou quoi que ce soit? Ouais, moi, premièrement, ma propriété est adaptée. Là, fait que c'est sûr que ça peut aider au quotidien, que ça soit, exemple, faire les biberons, que ça soit. C'est sûr que moi, j'ai des limitations au niveau des mains. Fait que moi, mon défi au début, c'était pas mal ça. J'étais comme, tu sais, comment je vais faire pour changer la couche, comment je vais faire pour donner le biberon, comment je vais faire juste pour le tenir. Ou, tu sais, fait que c'était pas mal ça, mais que j'avais peur. Mais sinon, il y a une chose que je trouve ça super intéressant, c'est qu'il y a une clinique à Montréal. Dans le fond, c'est des écothérapeutes, mais qui se spécialisent pour aider justement les parents qui ont des handicaps. Fait que, exemple, nous, on a un lit. Je trouve que ça ressemble à une cabane d'oiseaux, là, mais c'est vraiment comme sur le côté, il y a comme une genre de porte patio. Là. C'est vraiment dur à imaginer. Là. Ça fait en sorte que le matin, je peux me lever, puis il est vraiment à la hauteur, puis j'ouvre la porte, puis mon bébé il est comme à ma hauteur. Donc, ça m'a vraiment permis le matin, même quand il était super jeune, 4-5 mois, je pouvais le prendre, le mettre sur moi. Là, je l'amenais dans le salon, puis là, on s'arrangeait, j'étais capable de le mettre à terre. Je n'ai jamais échappé. Donc, fait que moi, c'est l'adaptation que j'aimerais vraiment le plus, c'est le lit. Sinon, on avait un truc que je pouvais attacher à un genre de sac à dos, mais qui est comme en avant. Puis je pouvais comme l'attacher dedans avec le harnais. Mais je n'étais pas capable de l'attacher, mais ma blonde, elle pouvait le mettre sur moi. Par exemple, pour aller prendre des marches avec. Fait qu'il était comme connecté à moi. Sinon, pour les biberons, j'ai pas vraiment eu d'adaptation, rien. Là. Je me suis habitué quand même rapidement à donner le biberon. Puis, comme je disais tantôt, on dirait que l'enfant, rapidement, il comprend comment que t'es. Puis, j'ai pas eu tant de difficultés de ce côté-là. Sinon, c'est vraiment équipé là, pour toutes les machines. Là, les Astor là, qui fait le lait tout seul. Là, fait que pas besoin de faire les mélanges avec la poudre, tout ça. Là. Fait que, c'était pas mal ça que les adaptations que j'ai utilisées. Là. Oui, bien, c'est Parents Plus, le programme à Lucie Bruno, là, c'est exceptionnel. Fait que moi aussi, là, chez nous, là, tout était adapté. Il y avait comme le parcours, là, tu sais. Fait que pour pouvoir transporter le bébé, pour pouvoir... parce que le transporter, veut pas, hein, c'est quand même... tu sais, quand il faut qu'il boit là tout de suite, t'aimes bien ça, avoir quelque chose pour le transporter assez vite. Fait que ça sauve la vie des parents incroyablement, là. C'est fabuleux, là. C'est très, très bon à savoir.
Parents plus. Vous en avez parlé un peu tantôt, mais comment vous vivez votre parentalité avec vos conjoints et conjointes? Ça va bien. C'est sûr que ça a été, je pense, comme n'importe quel couple. Je pense pas que le fait qu'on est en. Ben, c'est sûr qu'il y a plus de défis, je dirais. C'est sûr que quand il y a quelqu'un qui a un handicap, mais ça reste que tu sais, c'est un gros changement dans la vie d'un couple, là, que ça soit. Tu sais, il y a un couple, là, il y a un couple, puis il y a un enfant. Tu sais, de mon côté, ma blonde, puis je suis bien content. Je veux qu'elle soit de même, mais tu sais, ma blonde, elle a comme. S'est rendue maman, puis des fois, tu sais, elle oublie qu'elle est aussi amoureuse, conjointe. Fait que des fois, il y a eu quand même certaines difficultés dans les débuts, que ce soit par rapport à la sexualité, justement, ou juste de. Tu sais, c'est un changement tout court. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des nuits, des fois, ça peut être plus difficile. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de patience. Puis des fois, tu sais, ma blonde, malgré que, tu sais, elle est compréhensible de la situation, des fois, quand tu vis les situations, mais tu sais, des fois, c'est sûr, là, des fois, c'est un peu plus difficile. Là. Mais en général, de façon générale, ça se passe super bien. Puis, on a des super bons moments, là. Puis, on n'est pas ça, tu sais, au début, on en voulait deux, là. On dit, je sais pas, là. Un, c'est bien. Donc, c'est ça. Ça change. Ben, là, moi, il y a 14 ans, là. Fait que je pense qu'on a passé, tu sais, tout ça, là, c'est une autre dynamique adolescent, là, tu sais. Sauf que là, ça n'a plus de lien avec le handicap. Tu sais, on a comme. Je trouve que, tu sais, c'est vraiment petit que tous les ajustements, puis toutes c'est ça, là, les rôles, tu sais, puis. Fait que moi, je te dirais que c'est derrière moi, là. Tu sais, c'est comme. C'est fait, là. OK. Ouais. 14 ans. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que les gens ont douté de vos capacités à être parents? Euh, non, honnêtement, ben, je suis pas quelqu'un nécessairement qui. Tu sais, c'est sûr, des fois, tu peux avoir des critiques. C'est plus de la raison que tu vas t'imaginer que les gens vont penser que parce que tu as de la misère avec tes mains, que tu vas avoir de la misère et tout. Mais en tant que tel, moi, je me connais. Je sais que je vais faire mon possible. Puis, je vais pas me taper ça la tête par certaines choses que je peux pas faire. Je suis conscient des choses. Tu sais, je sais que je suis bien entouré. Je me compte toujours chanceux pour ça. Je pense que c'est aussi d'être avec quelqu'un. Tu sais, aussi. C'est sûr que je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Tu sais, que ça soit avoir un enfant ou juste tout simplement être avec quelqu'un qui a un handicap. Puis, ben, tu sais, je pense que j'étais avec la bonne personne. Puis, j'ai jamais vraiment eu de doute. Puis, honnêtement, s'il y a des gens qui ont des pensées de pauvre enfant ou je sais pas quoi, honnêtement, moi, ça me passe 10 pieds par la tête. Donc, J'aime ça. voilà. Bravo. Mm. J'adore ça. Et toi? Euh, oui, j'ai ressenti un peu ça. Mais tu sais, comme Maxime dit, c'est comme si c'est un peu du non-dit, puis c'est des ressentis un peu plus. Mais il y a aussi beaucoup de hein, wow, hein. C'est comme si c'était pas possible. OK, oui, comme. C'est surtout ça, je te dirais. C'est surtout du ah ouais, hein, comment tu fais? Après, là, une fois que tu as tout répondu, c'est correct. OK. Daniel, est-ce qu'il y a des mythes récurrents qu'il faudrait déconstruire sur la parentalité en situation de handicap? Des mythes récurrents. En fait, oui, il y en a plusieurs. Tu sais, on ne pourra pas tout aller dans toutes les mythes. Ça prendrait toute une soirée pour parler de ça. Mais en fait, je pense que les gens souvent font une association qui est un peu erronée entre avoir des incapacités égale inaptitude parentale. Tu sais, donc, c'est que à partir du moment où tu n'es pas à l'usage de tes extrémités supérieures, inférieures, c'est comme si tout de suite tu devenais inapte justement à la parentalité. Mais en fait, c'est faux, dans le sens que être parent, c'est pas juste changer la couche d'un enfant, c'est pas juste lui donner le biberon, c'est pas juste les coucher. Donc, en fait, tout ça vient un peu d'une historique sociale où la personne en situation de handicap a souvent été perçue comme quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge, quelqu'un qui est fragile et donc pas autonome. Donc, dans cette perspective-là historique qui est très paternaliste, ben, c'est sûr que ça reproduit beaucoup cette idée-là que une personne en situation de handicap ne devrait pas
devenir parent. Fait que ça, c'est une disons, des mythes ou des préjugés là, qui existent le plus souvent. Puis, ben, une des choses qui continue beaucoup à reproduire cette mythe-là, cette réalité, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de représentation des parents dans les médias, des parents qui sont en situation de handicap. Donc, logiquement, on ne peut pas s'identifier à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas dans les médias. Et puis ça, c'est une réflexion là, qu'on devrait se donner comme société. L'autre chose aussi qui revient souvent, j'entends beaucoup là, dans mes consultations, c'est cette association-là parfois de donner à la personne en situation de handicap des attraits ou des caractéristiques d'un enfant. En fait, d'infantiliser la personne. Et donc, dans cette logique-là, disons que la croyance ou les mythes, ça revient un peu à qu'est-ce qu'un enfant va faire à élever un autre enfant. Donc, ça vient un peu de là. Alors que c'est pas parce que tu te retrouves à vivre une condition physique incapacitante que tu ne développes pas, tu grandis pas, tu ne deviens pas adulte. Puis encore une fois, bien, justement, très peu de représentation là, au niveau de ce qui est justement les réalités des parents en situation de handicap. Et d'autant plus que souvent, on va de façon erronée dire que les personnes en situation de handicap sont asexuées. Donc, ça renforce aussi beaucoup cette idée-là c'est des personnes qui se comportent comme des enfants, etc. Yes, sir. Bon, ben voilà une situation handicapante. Voilà. Alors, je pense que je finissais là-dessus, oui. Oui. Est-ce que, Maxime et Véronique, est-ce que vous avez déjà eu ben, Maxime en a parlé un peu, à déconstruire des idées de la parentalité que vous avez dans votre tête, comme justement, c'est ben, je ne vais pas être capable de changer une couche, je ne vais pas être capable de donner le biberon, mais finalement, tu t'es dit, je suis capable, finalement. Changer de la couche, c'est tough, là, honnêtement. Là. Surtout un enfant, tu sais. Le nôtre en particulier, on dirait que depuis le début, c'est une des. Tu sais, il dort quand même pas si bien, mais changer sa couche, on dirait que c'est jamais. Ça y tente jamais. Là. Fait qu'il donne bien des coups de pied, tout ça. Fait que dans mon cas, tu sais, j'ai essayé une couple de fois, mais je te dirais que c'est pas la chose que je fais le plus. Fait que. Mais comme je disais tantôt, je suis quelqu'un qui veut vraiment participer. Fait que tout ce que je peux faire, je vais le faire. Fait que, exemple, par rapport à changer la couche, je te dirais que c'est beaucoup plus ma conjointe qui va le faire. C'est plus moi qui vais préparer les biberons, va faire la nourriture, la vaisselle, participer d'une autre manière. Fait que je te dirais que, comme je dis, il y avait pas vraiment. J'avais des appréhensions de choses que je ne pourrais pas faire, mais il y en a plein aussi que j'ai réalisé que je pouvais faire d'une différente façon. Puis en l'essayant un moment donné aussi, des fois, tu arrives à avoir des trucs. Comme je disais tantôt, ton enfant, il apprend à te connaître aussi. Là, donc, pas mal ça. Ouais. Moi, je pensais que le plus dur serait quand il était tout petit, bébé, tout petit, quand il venait d'arriver. Là. Ouais. Et boy, c'est facile, ce bout-là. C'est vrai. En fait, c'est quand il commence à marcher, mais qu'il est trop bébé encore pour comprendre que tu peux pas comme courir après. Tu sais, aïe, aïe, aïe. Ce bout-là, ça m'a un peu surpris dans le sens que j'étais comme faut qu'il vieillisse, faut qu'il vieillisse. Je pas sortirai pas de ce bout-là. Puis là, il y a comme un moment où il réalise que tu peux pas courir. Oh là là! J'ai vu dans ses yeux, un moment, il a fait « Ah, c'est vrai! Elle ne pourra pas courir après moi. » Il a vraiment catché ça, mon nez. Là, j'ai fait « OK, on est dans le bout de tough. OK. On est vraiment dans le bout de tough. » Fait que j'avais très hâte que ce bout-là passe parce que là, c'était mon chum qui courait comme, tu sais, tout le temps. Puis ça faisait que j'avais un peu peur de sortir tout seul avec lui. Parce que, tu sais, le bébé ambulant qui traverse quasiment la rue, moi, j'étais comme, OK, tu sais. Fait que je ne pensais pas que ce serait ça le plus grand défi, mais c'était ça, moi, mon plus grand défi. Pour vrai, le petit bout. Ben, justement, en parlant de plus grand défi, j'allais vous demander, ça a été quoi
le plus grand défi dans tout ça pour vous? Toi, Ben, c'était il y ce a eu bout-là? il y a eu ça, mais il y a eu aussi, en fait, hem, i il y a eu comme ça tantôt, là, tu sais, comment c'était confrontant Mhm. comme ma limitation. Fait qu'il y a eu de OK, tu sais, je savais pas que j'aurais le goût de jouer au ballon avec lui, puis de courir après le ballon, mettons, OK. ou, tu sais, me garrocher à terre ou, tu sais, fait que puis là, c'est correct, tu sais, fallait juste passer par là pour venir après puis faire comme: «C'est tellement pas grave». Mhm. Tu sais, je suis tellement comme une mère, comme correcte pareil, tu sais. Sauf qu'il y a eu ces petits bouts-là aussi pour moi, tu sais, qui a comme un petit peu été le cœur de maman, là, qui était comme un peu, challengé, là, je dirais. Mhm. Je peux comprendre. Pas Max? Moi, de mon côté, je te dirais, c'est vraiment en plus. Moi, ça me fait chier, exemple, quand que, tu sais, ma blonde, je vois qu'elle, mettons, elle rush pour des affaires que je peux pas tant l'aider. Là. Je veux dire, OK. c'est vraiment ce côté-là, mettons, d'avoir un peu d'être impuissant par rapport à une situation que je sais que je peux pas faire grand-chose, mais je sais que ça. Tu sais, que je serais debout, j'aurais pas de problème. Là, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est plus ça, moi, qui je trouve ça difficile des fois. C'est sûr que moi, je rentre dans, dans tu sais, le côté. Là, il y a 17 mois. Fait que là, il commence vraiment à marcher, faire le bordel dans la maison tout le temps. Fait que je te dirais, tu sais. Puis on dit qu'il cache, là, tu sais. Il sait que je peux pas aller à une place. Puis on dit que les. Fait que ça, c'est comme. Fait que faire la discipline, des fois, c'est un peu difficile aussi, là. Je te dirais, OK. là. Comme, on dirait qu'il est. Tu sais, il est smart, là. Fait que, tu sais, il sait que je peux faire quelque chose. Fait que même si je dis, bon, je sais pas comment expliquer. On dirait que j'ai de la misère à faire la discipline. C'est une OK. affaire qu'on dirait que j'ai de la misère à être autoritaire, là, parce que j'ai l'impression qu'il sait que je peux pas nécessairement peut-être le prendre, là, tu sais, puis donc, OK. peut-être ce côté-là, là, je trouve, en ce moment, mais tu sais, j'ai pas tant, tu sais, il est pas rendu à 14 ans, fait que j'ai pas tout vécu non plus. Mais je te dirais, le plus difficile, c'est vraiment, c'est ça, là, par rapport à ma blonde, quand que, quoi que j'aimerais juste, c'est ça, pouvoir l'aider, que je peux pas, là. OK. Ça, c'est pas mal ça. Daniel, comment est-ce que la société pourrait mieux valoriser et représenter les parents en situation de handicap? Je pense qu'on revient un peu à ce que je disais tantôt là, au niveau de la représentation un petit peu plus diversifiée de différentes réalités en lien à la parentalité. Donc, de mieux inclure les réalités des personnes en situation de handicap. C'est sûr qu'on ne peut pas s'identifier, là, comme je disais tantôt, à quelque chose qu'on ne voit jamais dans la Mhm. télévision, dans les médias. OK. Euh, donc, je pense que ça, c'est une des premières étapes. Aussi, je pense mieux former, en fait, les professionnels de la santé aussi. C'est pas tout le monde qui est au courant des différentes possibilités, des mesures adaptatives. Donc, si on veut qu'un professionnel de la santé soit un allié, bien, il faut le former. OK. Sinon, il va continuer à être plus dans l'évaluation, le jugement, etc. Donc, ça, c'est une moyenne, je pense. Puis, une autre moyenne aussi, ce serait de créer plus d'espace dans la société pour le dialogue, OK. donner la parole, justement, comme on fait ce soir, pour que les gens puissent parler un peu de réalité. Tu sais, ça ressemble à quoi la réalité quotidienne? Vivre avec une situation de handicap, ça représente quoi au quotidien? C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Je pense que ça permet un peu de faire une sorte d'éducation populaire, puis de changer un peu le regard un peu pessimiste qu'on entretienne, Oui. comme quoi c'est toujours difficile, lourd, complexe, encombré de toutes sortes de défis, etc. Alors que, comme on a vu ce soir, là, il y a toutes sortes de des histoires là, Oui. quand même assez divertissantes là, qu'on peut. Ah oui, ben moi, j'en ai appris beaucoup. Je prends beaucoup de notes pour le futur. Merci beaucoup. Euh, Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous demander si vous pouvez donner un conseil à une personne en situation de handicap qui veut devenir un parent, ce serait quoi votre meilleur conseil? Je pense que j'en aurais plusieurs, mais je pense que la première chose, c'est que c'est moi, à la base, c'est que si on revient en arrière quand j'ai eu mon accident, tu sais, c'est quand même beaucoup limité, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que, tu sais, de devenir autonome toi-même, juste être prendre soin de moi-même, tu sais, ça a pris des années. Là, tu sais, juste être capable.
donner un exemple, d'être capable de prendre ma douche, pas aller à la toilette, tout ça, ça a pris 7 ans. Là. Fait que, tu sais, des fois, quand tu réalises ça, de te dire par la suite de prendre soin d'un enfant, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important. Tu sais, c'est dur à dire que tu vas être capable de le faire quand tu as de la misère à prendre soin de toi-même. Fait que je dirais la première chose, c'est vraiment, tu sais, je m'entraîne beaucoup. J'ai fait, tu sais, vraiment de devenir le plus autonome toi-même en premier. Moi, c'était la première chose. Tu sais, par la suite, quand tu es capable de faire de plus en plus de choses chez vous, tu sais, au début, j'étais pas capable de me faire à manger, j'étais pas capable de m'habiller, j'étais pas capable, dans ce temps-là, j'étais pas capable de m'imaginer d'être un papa, mais plus que tu es capable de le faire, plus tu prends confiance. Puis, tu sais, c'est sûr que ça te prend vraiment, tu sais, quand tu as un handicap, là, ça te prend vraiment une tête de cochon. Puis, tu sais, tu sais, comme il y a beaucoup de gens tu sais, qui réalisent pas que, tu sais, juste le matin, moi, quand je me lève le matin, m'habiller, mais ça vient de prendre une demi-heure, là, tu sais. Après, devoir sortir mon chien, tu sais, c'est toutes des choses, c'est vraiment plus long. Fait que quand tu arrives des fois aux choses du quotidien, qui travailler, tout ça, mais au bout de ta journée, quand tu as fait plein de petites choses, ça demande beaucoup plus, mais tu sais, c'est ça, là, ça te prend beaucoup de volonté, je pense. Puis, mais à la base, de juste devenir autonome toi-même, je pense que c'est la première chose. C'est ça. Moi, ça m'a donné confiance que par la suite, je vais pouvoir, c'est ça, là, prendre soin de quelqu'un. Mais aussi, ça prend aussi d'être avec la bonne personne aussi. Je pense qu'il va être compréhensible que peut-être qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire. Là. Donc, c'est un mélange de plein de choses. Mais, Merci. ouais, être autonome le plus possible, c'est bien. Je dirais s'entourer, poser des questions, beaucoup, beaucoup le plus possible. Puis, je suis d'accord, il faut avoir une petite dose de courage. Une petite dose de courage, puis, tu sais, juste de rester ouvert à avoir de l'aide, pour vrai. OK. Oui, oui. Ben, merci infiniment à vous trois d'avoir participé au balado aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. J'ai adoré vous avoir. Puis, ben, vraiment, merci beaucoup. Merci, Alex.